exciting. Yeah. That would look really bloody exciting. Still actually very much okay. That's what I like.
A évolué au-dessus des champs de champagne. On en était à ce du Berry, pilote de marin. Le Berry et les flots bleus, ça va pas ensemble, mais ça fait rien. Le berrichon volant au maximum l'écoulement d'air sur l'extradol de la voilure, sur le dessus de la voilure, avec l'emploi de becs de bord d'attaque qui sont ces surfaces que l'on voit sur l'avant de l'aile, on dirait des persiennes qui sont rapportées à l'avant de l'aile, ces becs de bord d'attaque qui avaient été imaginés par un aérodynamicien ingénieur britannique, M. Handley Page. Ces becs Handley Page permettaient de relier au vol parce qu'il y a des pilotes dedans qui leur font effectuer des mélodies d'anciennes, des trajectoires. Celui-là, c'est le, on l'appelait comment chez les... Le Nord Alpha, c'est l'extension en fait. Il faut savoir qu'au lendemain de la guerre de 39-45, la France n'avait plus d'avions, n'avait plus de constructeurs, et donc tout ce qui était récupéré à droite et à gauche devait servir et alimenter, que ce soit l'armée de terre, que ce soit l'armée de l'air ou la marine. Et donc il a bien dessiné, c'est ultra fin, c'est un avion aux attaches fines, si on doit lui donner des caractéristiques humaines, voire féminines. Vous savez qu'en anglais, un avion, là, aligné, prêt à partir. Les deux rafales de chaque côté, l'un derrière l'autre, c'est super étendard modernisé. Et à l'arrière, le environ 600-700 km/h. Au-dessus des nuages, 6 km plus haut. C'est donc une simulation de radicalement en vol. Et il faut savoir que c'était doté d'avions de chute. Et on commença donc à faire la guerre de 14. Les grands protagonistes bombardiers, intercepteurs. Pilote de chasse de la Première Guerre mondiale pilotait un Fokker triplan comme cela. Son Fokker triplan était entièrement laqué de rouge car il paraît que Manfred von Richthofen, le baron rouge, avait lui-même déclaré « Peignez mon avion en rouge, comme ça si je suis blessé, si je perds mon sang, ça ne se verra pas ». Quelle belle phrase. Ça sortait sûrement de l'esprit ancien, accompagné de réflexions élaborées par des stratèges et tacticiens et donc qu'on enseigne quasiment toujours dans les écoles d'officiers, parce que chez les militaires on sait très bien que pour éviter de perdre la prochaine guerre, il vaut mieux se souvenir des leçons de la précédente. Alors des noms comme celui de Maxim Hellmann, grand pilote de chasse allemand qui travaillait dans l'escadre Richthofen d'ailleurs. Maxim Hellmann avait inventé une manœuvre qui en français s'appelle le rétablissement tombé ou le rétablissement normal, mais qu'on appelle un peu mondialement généralement du nom d'Hellmann, c'est-à-dire une demi-boucle suivie d'un demi-tonneau qui permet de changer de direction, d'où le hussard de la mort. Et donc il se rendait à grande vitesse à Paris où il tenait table ouverte chez Maxim's et il subit déjà, on avait pensé, vous vous rendez compte quelle horreur,
piloter un avion, eh bien, il faut absolument une santé parfaite, une vue d'aigle, etc. Donc on avait commencé à Bassin d'Arcachon, qui était une école à l'époque, une école de formation de pilote extrêmement importante. Dans un avion d'armes, un avion de chasse, il était très rapidement devenu le garçon exemplaire parmi tous. C'était quelqu'un de relativement effacé, c'était... Bon, il vivait, hein, c'était pas un triste, c'était pas quelqu'un de totalement éteint, au contraire. Enfin, disons qu'il n'était pas excessif, il n'abondait pas dans le sens d'un ingéceur, noceur, fêtard, et plus gros que la vie elle-même. Donc Guilmer était quelqu'un de réfléchi qui, de retour vers ses lignes. Manfred von Richthofen, tué d'une balle dans la tête en combat aérien par un pilote britannique. Vous connaissez tous un avion qui est très répandu dans les armées d'aujourd'hui, qui s'appelle l'Alpha Jet, et qui est un avion école basique, sympa parce qu'il y a suffisamment les moteurs pour ne pas les faire tourner. Et de fait, les moteurs ne tournant plus ont eu une meilleure puissance, une puissance plus importante. Et à telle enseigne, c'est qu'on a pu mettre des et là c'est 1920. En 1920, 1940, c'est jamais que 20 ans plus tard. En 1940, on avait déjà des moteurs qui dépassaient 2000 chevaux. Et pour faire un moteur rotatif de 2000 chevaux, ben, on aurait mis la puissance, le moteur se serait littéralement arraché de l'avion, on ne serait même jamais mis en l'air avec ça. Donc, avec ce Morane 138, on est en 1920. Parmi les gens qui ont appris à piloter là-dessus, qui ont eu cet avion dans leur trajectoire personnelle, il y avait un garçon qui s'appelait Jean Mermoz. Jean Mermoz, il y a des... C'était des jeunes gens qui étaient extrêmement physiques. On sait qu'il avait basculé de l'armée vers le pilotage civil, initial à la mode 36, avec le Front populaire et l'aviation populaire. Le Potes 60 était un avion né directement de cette idée. Le Piper Cub naquit en 1900, dans les années 30, naquit du besoin de former des pilotes au coup posé, et qui est un avion dédié au chef pilote de Potes, qui était un des grands constructeurs français de l'époque, qui s'appelait René Labouchère. Le Potes 60 venait exactement de la même nécessité de faire des avions plus qu'économiques, des avions basiques, mais qui soient quand même de vrais avions, qui ne soient pas des pièges. Et dans le ciel, eh bien, ce qui était à la même époque un petit peu Stevens ou du Corbut, elle est dans le ciel au-dessus de nous, ce sont de magnifiques parasols également, l'aile est décollée du fuselage au-dessus. Regardez la pureté par exemple du dessin de l'empennage. Un empennage extrêmement réduit de dimension, mais pourtant très très efficace. Les architectes en avion vous diront que ces avions-là étaient des chefs-d'œuvre, avec des bras de levier parfaitement calculés, avec des efforts par jet confinants à l'idéal, en plus des avions d'une qualité mécanique équivalente à celle des Bugatti les plus nobles. Ceux-là sont des Morane 315, Morane 317 parasol. Le Jean disparu, il était sorti du fossé, elle avait vu le petit qui était heureux comme tout, qui babillait, il était assis dans son fauteuil roulant et il regardait les avions évoluer dans le ciel. À l'instant, on parlait de Monsieur Göring lui-même, puisque Göring était un as de la Première Guerre mondiale qui avait volé avec Richthofen. Eh bien, les Allemands mirent au point un système de formation de pilotes absolument phénoménal d'efficacité. Et pour ça, ils utilisèrent principalement, indépendamment de planeurs, dont on verra tout à l'heure des exemplaires, ils utilisèrent principalement deux familles d'avions totalement extraordinaires, au point que même aujourd'hui, on se dit, est-ce que des avions ont jamais été aussi déformés? Pareil pour un Bucaire. C'est un avion qui était phénoménal, c'est un avion qui pèse moins de 400 kg. Et le Bucaire avait un compagnon d'écurie qui, lui, a gagné les Jeux Olympiques de 1936. Comment vous allez dire un avion aux Jeux Olympiques?
1936, ce furent les Jeux de Berlin, vous vous en souvenez peut-être. Et aux Jeux de Berlin, il y avait deux disciplines aéronautiques qui étaient considérées comme sport de démonstration et qui, à ce titre, auraient dû, si en 1940, au lieu de faire la guerre, on avait fait des JO, ça aurait été intelligent, mais il y avait deux disciplines olympiques, on va dire d'essai. L'une était la voltige aérienne, dont la médaille d'or fut remportée par un Focke-Wulf-Stieglitz en tout point semblable à celui-ci, et l'autre était le vol à voile. Donc en 1936, à Berlin, on faisait de la voltige et du planeur. Le Stieglitz, comme le Bucher, c'est un avion extraordinaire au plan structurel, et comme le Bucher, c'est un avion qui était remorqué à travers le ciel par un moteur magique. Ce moteur était un moteur allemand, un Siemens, et les gens de chez Siemens à l'époque ils avaient résolu une sorte de quadrature du cercle. Ils avaient une norme appel du pied à Jean-Marie Tawil, qui est le propriétaire de cet avion, pour qu'un jour il m'amène faire un tour dedans. Mais je sais que dans un Bucher équipé d'un moteur Siemens, on a l'impression devant d'avoir c'est un peu le rêve fait moteur. D'habitude, un moteur, ça vibre un peu, ça crache. Le Stieglitz est plus grand que le Bucher, et donc à ce titre, il est évidemment un peu plus inerte. Il est un petit peu moins vif sous les doigts que le Bucher Jungmeister qui volait juste avant. Le moteur Siemens avait comme autre caractéristique de permettre le vol sur le dos quasiment indéfini, tant qu'il y a de l'essence dedans et de l'huile dans le moteur. Piloté, puisque alors qu'il avait 18 ans, 19 ans et que la Première Guerre mondiale s'achevait, il s'était engagé comme aviateur militaire et il était allé apprendre à piloter au Canada, mais la guerre s'étant arrêtée avant qu'il soit lâché comme pilote militaire, il n'avait jamais véritablement poussé le rêve jusqu'à son achèvement. Ce qui ne l'empêchait pas, Faulkner, par la suite, pour draguer les minettes, il se baladait partout en disant, même des fois il faisait semblant de boiter, en disant qu'il s'était fait une blessure dans un accident. Garantie totalement contre toute forme d'ennui, l'ennui menant, vous savez, à une certaine forme de, comment on va appeler ça, mélancolie, menant quasiment à la dépression. Si vous avez un Pix, vous êtes immunisé contre tout ça. Donc Bertrand a acheté ce Pix qu'il a trouvé aux États-Unis. Le cours de voltige, lorsqu'il était aux commandes de son Mirage F1, s'entraînait intellectuellement avec son Mirage F1 à faire des figures que le Mirage ne pouvait pas passer. Autant dire que c'est un garçon qui dépasse les mesures, mais qui maîtrise toujours la situation. Le fils de Storch par exemple, dans un autre domaine. Et donc en Allemagne, il y a Willy Messerschmitt et Kurt Tank. Et regardez son Focke-Wulf 190. Et du côté soviétique, colossale, gigantesque armée soviétique, il y a eu un phénomène.
manœuvrant. Des avions un peu terrifiants à voir et à entendre passer. Les soviétiques, les avions étaient majoritairement, les avions de chasse étaient des Yak. Les avions avec, vous voyez, des petites ailes triangulaires, c'était des grandes voilures comme les Spitfire ou l'aile du Hurricane, et là par Maillot, le mot code qui signifiait à l'état-major japonais, à l'amiral Nagomo qui dirigeait la flotte, il envoya le code dollar, dollar, dollar. Autrement dit, pas de résistance, on a eu la surprise. Avait donc laissé des souvenirs sur place.
endroit sur ce qui est un petit aérodrome aujourd'hui où il y avait 400 avions comme celui-là basés. On avait été assez surpris de découvrir le deuxième jour des missions. C'est plus un aérodrome, c'est une maternité. Des bons aviateurs. Petit à petit, elle s'est développée. Au début, les militaires ont commencé par l'utiliser. Les militaires ont commencé par l'utiliser parce que un pilote de combat est forcément quelqu'un qui sait voltiger. Mais petit à petit, c'est devenu un sport et pas seulement quelque chose. Je rappelais que la voltige avait même été sport pré-olympique lors des Jeux de 36 à Berlin, à savoir que c'était un sport de démonstration et que donc ça aurait pu devenir sport olympique s'il y avait eu des Jeux en 1940. Aujourd'hui, la voltige aérienne est un sport qui est lourdement international. Dans les années 30, le vol à voile s'est développé. Il est, je dirais pas qu'il est courant, mais où on sait parcourir plus de 2000 km. Mais enfin, avouez que c'est quand même très très chic. Un jeune homme qui s'appelle Cédric Fruet, qui est d'ailleurs un amateur. Que vous avez vu voler tout à l'heure. Et le dernier de l'écurie. De mettre tous les warbirds en l'air, le métal hurlant comme on dit. Et on va essayer de les rassembler dans une formation. Américains, les Anglais, les Français bien sûr, parce qu'il y avait plein de Français qui étaient devenus pilotes dans les forces américaines, dans les forces britanniques. Tous ces gens-là ont bataillé